Nous sommes le 19 janvier 2019. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le vice-président de la République est à Madagascar pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache. Avant l'événement, Daniel Kablan-Duncan a été reçu par Ange Rajoelina à qui il a transmis les félicitations du président Alassane Ouattara. Vous le verrez au début de ce journal. La Cour pénale internationale a ordonné le maintien en détention de l'ex-président Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé au terme de son délibéré suite à l'appel émis par le procureur auprès que la Chambre de première instance a ordonné leur acquittement et leur libération immédiate. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a présenté dans l'après-midi d'hier vendredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a accepté et a exprimé toute sa reconnaissance au Premier ministre et à l'ensemble de ses ministres pour leur engagement au service de la nation. Voilà pour les titres. Daniel Kablan-Duncan est à Madagascar. Le vice-président a fait le déplacement de la Grande Île pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache. La cérémonie a lieu ce samedi, mais avant, Daniel Kablan-Duncan a été reçu par Ange Rajoelina, à qui il a transmis les félicitations du président Alassane Ouattara. Alvorassa, depuis Antananarive. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est porteur d'un message de félicitations du président de la République Alassane Ouattara au nouveau président malgache Andry Rajoelina pour son élection à la tête de Madagascar. Outre le message de félicitations, ils ont échangé sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Entre Madagascar et la Côte d'Ivoire est bonne au niveau politique, mais nous avons, disons, du chemin à parcourir au niveau économique. Et j'ai senti chez le président Rajoelina la même volonté que le président Alassane Ouattara de renforcer cette coopération. Ils vont se voir à Addis Abeba, en marge des réunions donc, de l'Union africaine, il a confirmé tout à l'heure, et ils vont pouvoir faire en sorte que cette coopération soit renforcée. Notamment les deux ministres des Affaires étrangères vont faire en sorte que, comme ils vont mettre en place une commission mixte de coopération entre les deux pays, et un certain nombre d'accords doit pouvoir être étudié et être signé, notamment dans le domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture, dans le domaine du cacao, nous donne donc de la production de riz, etc. Et la transformation donc, de ces produits, c'est un premier champ qui a donc été retenu. Vous avez aussi dans le domaine des mines, notamment dans le domaine de l'or et des pierres précieuses, sur lesquelles on doit pouvoir coopérer, parce que c'est important. Dans le domaine de l'éducation nationale, qui est un autre dossier qui a donc été retenu. Le problème aussi d'aménagement des villes. Le président était intéressé de voir comment Abidjan se transforme, puisqu'il a des idées très importantes pour Antananarivo, pour l'avenir. Et aussi dans le domaine de l'électricité, parce que là aussi c'est important. Il a indiqué qu'il veut doubler la production, la capacité de production donc, au niveau de Madagascar. J'ai indiqué ce que le président Alassane Ouattara avait fait depuis son arrivée. Et il était intéressé de voir comment les choses peuvent aller donc de l'avant ici. Et à l'issue de cette audience, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a tenu à échanger avec l'Association des Ivoiriens de Madagascar. Le reportage pour RTI, un de nos envoyés spéciaux, Alvorassa et Ambroise Asseman. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a rencontré l'Association des Ivoiriens de Madagascar. Elle compte une centaine de membres, de hauts cadres dans les institutions financières et internationales et des hommes d'affaires qui sont dans plusieurs secteurs d'activité. Nous avons été très honorés par le vice-président qui nous a reçus, avec qui nous avons échangé sur des préoccupations majeures qui nous concernent, notamment la mise en place d'un consulat pour l'océan Indien, la nécessité de mettre en place un programme d'échange entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, et aussi la possibilité pour nous de pouvoir participer au développement économique de notre pays. Répondant à leurs préoccupations, Daniel Kablan-Duncan a dit que le dossier était en voie de finalisation. Je crois qu'on est en train de travailler sur le dossier du consul ici. L'ambassadeur en a reparlé. Nous avons le consul de Madagascar en Côte d'Ivoire aussi, avec lesquels on est en train d'échanger. Et je pense que cette question, on va évoquer avec le président de la République lors de la rencontre, puisque je crois qu'il y a une demande qui a été formulée depuis quelque temps. Mais je crois que les changements ici, le temps qu'il faut pour instruire le dossier, a été un peu plus long, mais je crois qu'on doit pouvoir
faire bouger les choses, puisqu'il y a une volonté très claire des deux présidents de renforcer cette coopération. Le vice-président ivoirien, après leur avoir donné de sages conseils et exposé la situation économique du pays qui se porte bien et même très bien, il leur a demandé, comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara, de songer à leur retour au pays pour y investir et contribuer ainsi au développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, lui, est depuis 72 heures à Dakar dans le cadre de la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Amadou Gon Coulibaly, qui représente le président de la République, a fait une intervention sur l'importance du secteur privé dans la marche des pays africains vers l'émergence. Rappelons les actions posées par le gouvernement ivoirien pour donner au secteur privé une taille critique dans l'économie ivoirienne. Le reportage à Dakar de notre envoyé spécial Adama Koné. Au pied de la statue de la Renaissance à Dakar au Sénégal, gouvernants africains, experts et partenaires financiers et techniques tentent de dessiner les contours d'une émergence inclusive pour le continent africain. Une des préoccupations essentielles de cette rencontre est la suivante. Qui doit être l'acteur principal de cette émergence? Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, participant au panel de haut niveau, livre une ferme croyance. Ma conviction, c'est que à partir d'entreprises qui elles-mêmes ont montré donc leur capacité, sur la base d'une réglementation donc générale, il est possible donc d'identifier celles qui, par une volonté politique, méritent donc d'être accompagnées par les États, et c'est nécessaire donc que les États le fassent, parce qu'on ne peut pas donc être un pays émergent et avoir l'essentiel donc de la ressource qui est créée dans nos pays, qui est créée donc par des entreprises donc étrangères. C'est important que ces ressources donc nationales, que cette création de richesse, nous puissions la dompter, que cette création de richesse soit tirée de plus en plus par des entreprises donc nationales, régionales, des entreprises donc africaines. Et le retour, naturellement, au niveau de nos pays donc, sera donc ainsi donc, bénéfique. Le disant, il apporte en même temps des pièces à conviction qui ne sont en réalité que la main tendue de l'État ivoirien pour fertiliser l'émergence des champions nationaux. Alors, pour ce qui concerne les champions donc, nationaux, nous pensons qu'avec une série de mesures qui ont été prises, donc d'abord pour avoir un tissu donc, de PME qui soit donc efficace, nous avons donc décidé que pour tous les investissements, les opérateurs qui auraient au moins 30% de sous-traitance locale donc pourraient avoir une marge préférentielle donc de 5%. Nous avons décidé au niveau de la commande donc publique de réserver au moins 20% de la commande publique donc aux PME donc nationales. Donc toute une série de mesures qui ont permis donc d'avoir donc des petites et moyennes entreprises donc ivoiriennes qui ont commencé à grossir. Et à partir de là, vous pouvez identifier des entreprises qui donc méritent à partir de là d'être soutenues et où la volonté politique doit prendre le relais pour accompagner donc ces entreprises et en faire donc des entreprises qui sont des champions donc nationaux. Mais comme disait le président donc Macky Sall, et c'est important, nous ne pouvons plus raisonner uniquement au niveau de l'espace de nos pays, parce que si nous voulons des entreprises qui sont fortes, il faut que le marché auquel elles puissent avoir accès soit un marché donc large. Rappelons que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est l'inspirateur de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président sénégalais Macky Sall invite les participants au pragmatisme. L'émergence ne se décrète pas, mais se conquiert par une vision et des actes de tous les jours. C'est pourquoi nous voulons d'abord compter sur nos propres efforts, mais aussi sur la vitalité des partenariats équilibrés, respectueux des intérêts de toutes les parties, et donc mutuellement bénéfiques. Voilà l'Afrique que nous voulons bâtir, une Afrique debout, en marche, d'un pas ferme vers le progrès. Dans cette Afrique en construction, les gouvernements sont à la tâche. La jeunesse instruite et créative entreprend et réussit. Des hommes et des femmes d'affaires s'activent,
investissent, créent des emplois et de la richesse. Notre responsabilité d'aujourd'hui, c'est de labourer le champ de tous les possibles. Pour sa part, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta insiste sur la transformation des matières premières, s'appuyant sur le fait que son pays ne transforme qu'une petite partie de sa production cotonnière. La représentante du président français Ségolène Royal, quant à elle, appelle les Africains à tenir compte du changement climatique dans leur marche vers l'émergence. En 30 ans, la France a perdu 400 espèces d'oiseaux, déclare-t-elle, soulignant que les mauvais exemples de la France et du reste du monde en matière d'environnement doivent servir aux pays africains. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan à l'issue de cette troisième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent temporairement en prison. Une décision prise hier vendredi par la Chambre d'appel de la CPI qui évoque une situation exceptionnelle justifiant leur maintien en détention. Car malgré l'acquittement des deux anciens responsables politiques pour crimes contre l'humanité, la procédure continue. Les précisions de Gabriel Zani. La chambre d'appel de la CPI maintient Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'obtiennent pas la libération immédiate sans condition, comme annoncé par le juge Kounota Fuseur le mardi 15 janvier. C'est le verdict prononcé ce vendredi par la chambre d'appel. La décision a été prise à la majorité 3 contre 2 sur les 5 juges que contre la chambre d'appel. Les deux hommes restent donc en prison. Une audience se tiendra le 1er février prochain pour entendre d'autres arguments sur l'appel de la procureure de la CPI. Un appel formulé quelques heures après leur libération, ordonnée en première instance le mercredi 16 janvier. Le procureur a jusqu'au 23 janvier pour présenter tous les motifs de sa requête d'appel dans un document. C'est ce qu'a ordonné la chambre d'appel. Les réponses de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ainsi que celles des victimes participant à la procédure sont attendues le 29 janvier. La décision de la chambre d'appel a été prise suite à l'appel de l'accusation contre la décision de la chambre de première instance concernant la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé suite à leur acquittement. 146,6 milliards de francs CFA, c'est le chiffre du jour. C'est bien le montant de l'enveloppe qui a été consacrée en 2018 à l'entretien routier en Côte d'Ivoire. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui l'a annoncé jeudi lors d'une rencontre avec l'ensemble de ses collaborateurs et les acteurs du secteur des infrastructures routières. Selon Amédée Kofi Kwaku, les 146 milliards ont servi au lancement de grands projets routiers et à l'entretien d'infrastructures existantes. C'était au micro de Jean-Louis Gbagbo. On peut le dire, 2018 aura été l'année des grands chantiers d'infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Dans sa volonté de faire d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest, d'importants projets routiers ont été lancés par le gouvernement au cours de cette année 2018. Des projets majeurs tels que la construction du 4e pont reliant les communes du plateau et de Yopougon et la construction de l'échangeur de l'amitié ivoirienne-japonaise ont été lancés, rejoignant de nombreux autres projets déjà réalisés ou en cours de réalisation. La construction et la réhabilitation des routes occupent une place de choix dans le programme gouvernemental depuis 2011. Pour la seule année 2018, 146,6 milliards de francs CFA ont été notamment consacrés à l'entretien routier, une dynamique qui devrait se poursuivre les prochaines années. Les efforts de modernisation et d'entretien des infrastructures routières consentis par le gouvernement seront maintenus et même intensifiés. Ainsi, en ce qui concerne l'amélioration de la circulation à Abidjan, des échangeurs seront construits à travers divers points névralgiques de la ville d'Abidjan, à savoir les 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand, et l'échangeur au carrefour d'Abobo, un échangeur au carrefour Duncan et des échangeurs à Yopougon. Des défis que le ministre Amédée Kofi Kwaku s'engage à relever avec ses collaborateurs. La construction de toutes ces infrastructures visant un objectif unique, contribuer à l'élargissement du réseau routier pour le bien-être des populations ivoiriennes.
Jeudi dernier, 6 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont été décorés après avoir été distingués à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les heureux récipiendaires se sont engagés à toujours faire davantage pour servir d'exemple. Ils ont tous reçu des diplômes, des enveloppes et des trophées. C'était au plateau en présence du ministre Sidiki Diakité. Le témoignage de nos reporters Ahmed Traoré et Abou Sanogo dans nos prochains journaux. La garde républicaine a également honoré quelques-uns de ses membres. Il s'agit des promus au titre de l'année 2019. Au nombre de 894, ils ont vu leur promotion reconnue et saluée. Tout grade confondu, leurs nouveaux galons ont été arrosés comme l'exige la tradition militaire. C'était en présence du général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, le chef d'état-major particulier du président de la République. Abou Sanogo y a assisté pour vous. Son compte rendu. Le grade consacre une aptitude à exercer une fonction donnée. Cette cérémonie marque la commémoration d'une tradition militaire à laquelle se soumettent tous ceux qui obtiennent une promotion au grade supérieur. À la caserne du groupement 1 de Trècheville, 894 militaires, dont 34 officiers, 780 sous-officiers et 80 militaires du rang, promus au titre de l'année 2019, ont vu leur nouveau galon être arrosé par leur supérieur hiérarchique afin d'engendrer d'autres promotions en présence du général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République. Une promotion qui appelle à plus de responsabilité et d'engagement dans leur conduite, aussi bien dans les armées que dans la société civile. Chers promus, cette promotion doit sonner comme une évidence devant le talent que vous déployez chaque jour pour la nation. Au sein des institutions militaires, dans le même temps, elle vous appelle à une nouvelle responsabilité. Nous attendons beaucoup de vous. Fiers d'arborer leur nouveau galon, les promus ont traduit leur gratitude au président de la République et à leur hiérarchie. Nous exprimons notre sincère reconnaissance au chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la culture de l'excellence au sein de notre armée en pleine mutation. Cette cérémonie d'arrosage de galons est certes symbolique, mais a un sens profond car elle traduit non seulement la reconnaissance du subordonné à son supérieur, mais aussi l'esprit de discipline et de soumission qui fait la force principale des armées. Depuis le 1er janvier 2019, des nouveaux barèmes des actes médicaux sont appliqués dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Il s'agit du barème de 1998 qui jusque-là n'était pas uniformément appliqué sur le territoire national. Les acteurs du système sanitaire ont décidé d'harmoniser les tarifs qui donnaient lieu à une concurrence déloyale. Montant du réajustement 15 000 francs CFA, une harmonisation qui cependant passe pour une augmentation chez certains patients. Que dit le barème de 1998? Élément de réponse avec Salima Toudia. En leur disant... Les assureurs de Côte d'Ivoire se prononcent sur l'ajustement des tarifs appliqués dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier. Ils balaient les rumeurs faisant état de leur intervention dans la fixation des cours. Les assureurs n'interviennent et ne sont intervenus à aucun moment dans la fixation des actes ou des honoraires des médecins et des coûts des actes des cliniques privées. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire décide d'harmoniser leurs primes d'assurance en fonction des tarifs médicaux. À l'heure actuelle, pour atténuer la perte, les primes d'assurance pour tenir compte de l'harmonisation des tarifs de 90 qui nous est proposé en vigueur devraient être réajustés de l'ordre de 30 à 50% si nous voulons faire les choses. Mais tenant compte de la situation socio-économique, les assureurs limiteront cet impact sur les primes à des taux se situant entre 15 et 20%. Un arrêté interministériel devrait être pris bientôt, situant sur les barèmes des 31 actes médicaux dans les cliniques privées. Après la sensibilisation, la haute autorité pour la bonne gouvernance entre dans sa phase de répression. Cela dans le cadre de la déclaration du patrimoine des autorités et personnalités de l'État. Elle vient de parapher une convention de collaboration avec la Chambre des huissiers de Côte d'Ivoire. Une signature de convention qui vise à soutenir l'institution dans l'exécution de ses missions. Reportage Olivier Iriebi dans un récit d'Herman Guivet.
22% des personnes concernées par la déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance traînent encore les pas. Après plusieurs mois de campagne de sensibilisation menée, l'institution en charge de la bonne gouvernance entame désormais la phase de répression. Une convention de collaboration est signée entre l'organe de lutte contre la corruption et la Chambre des huissiers de Côte d'Ivoire. Cette coopération devrait permettre à l'autorité en charge de la bonne gouvernance de mener à bien sa mission. Nous ne cherchons pas autre chose que de faire en sorte que tous les partenaires stratégiques qui peuvent nous aider à réussir notre mission puissent être à nos côtés. Donc la convention qui a été signée ce matin, c'est dans ce cadre-là. Et le président tient vraiment au développement des partenariats stratégiques, tant au niveau national, au niveau régional, au niveau africain, au niveau international. Dans cet axe de partenariat stratégique, le rôle dévolu aux huissiers de justice est précis. Le pouvoir qu'on délègue à l'huissier de justice permettra à l'huissier de justice d'actionner ces personnes qui ne veulent pas obéir aux bonnes règles établies par la société. Donc les amener à faire effectivement leur déclaration. Depuis 2015, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'attelle à recueillir les déclarations de patrimoine des différentes personnalités concernées par cette obligation. À ce jour, ce sont environ 78%, toutes catégories d'assujettis confondues, qui ont satisfait à ce principe de manière spécifique. 80% des présidents d'institutions ont déclaré leur patrimoine, 85% pour les membres du gouvernement, 89,6% pour les magistrats, 66,7% pour les gouverneurs et vice-gouverneurs de district et 50,4% pour les élus. La déclaration de patrimoine contribue à la prévention et participe à l'opérationnalisation de la lutte contre la corruption dans le pays. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire a abrité les Jeux de la francophonie en juillet 2017. Pour l'occasion, les athlètes venus du monde entier logeaient dans les locaux de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et du sport d'Abidjan. 400 étudiants avaient alors dû quitter leur chambre. Depuis hier vendredi, l'internat rouvre ses portes à ses pensionnaires traditionnels. Le ministre des Sports, Dao Claude Paulin, a remis les clés des chambres aux étudiants. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, est un centre de formation au métier du sport et des loisirs créé en 1961 et regroupe en ses écoles au titre de l'année académique 2018-2019 2500 étudiants pour les diplômes de professorat DPS, de sport, d'éducation permanente. Rénové à l'issue des 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017, le campus a été rendu à ses occupants naturels. C'est donc avec beaucoup d'émotion que le porte-parole des étudiants de l'Institut, Alimon Daniel, a témoigné sa gratitude au ministre des Sports et aux autorités politiques. Nous avons entre nos mains un joyau. Et le défi majeur auquel nous devons faire face sera la pérennisation de nos acquis. Nous devons entretenir notre école en général et notre cité en particulier, afin que les générations après nous puissent en bénéficier. Le ministre Dao Claude Paulin a demandé aux étudiants de prendre soin de ces infrastructures et aussi de rester concentrés sur leur formation. Aujourd'hui, voilà l'INJS, désormais rénové pour remplir sa grande vocation d'être là pour former dans les métiers du sport, mais aussi dans le secteur de la formation, pour l'encadrement de la jeunesse. Habib Sanogo, directeur de l'INJS, a témoigné sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire qui a permis que les étudiants soient relogés. Aussi voudrons-nous à cet instant exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. À son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, qui a suivi de main de maître la réalisation des travaux, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. L'INJS abrite 33 bâtiments de 4000 lits, un gymnase, 43 salles de classe, une cafétéria et des terrains de football, de rugby, de basketball, de handball et de volleyball. La cérémonie s'est terminée par une visite des bâtiments, des chambres et de la salle de visite. Vous allez le voir en image, la délégation de l'université américaine d'Harvard a déposé hier le rapport de sa mission au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mission dont les résultats visent à soutenir le ministère dans l'élaboration d'un système efficace d'évaluation des performances de l'enseignant
en Côte d'Ivoire. On en saura plus avec Jean-Marc Djadji et Ouattara Amadou Walter dans nos prochains journaux. Et puis je vous le disais en titre, le Premier ministre burkinabé Paul Kaba-Thiéba a présenté hier vendredi la démission de son gouvernement au président Roch-Marc Christian Kaboré qui l'a accepté. En attendant qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, les anciens ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Paul Kaba-Thiéba avait été nommé en janvier 2016 pour conduire la toute première équipe gouvernementale de Roch-Marc Christian Kaboré. Elle ne fait pas partie du gouvernement démissionnaire. Elle est burkinabé et reste accrochée à son poste. C'est une femme atypique qui exerce un métier d'homme. Des femmes au volant d'autobus ou de taxi, c'est du déjà vu ou alors vous en avez déjà entendu parler. Mais une femme qui conduit un camion gros porteur, c'était impensable jusque-là. Et pourtant, c'est réel. Depuis 30 ans, Massata Cissé est chauffeur routier. Sa spécialité, les véhicules gros gabarits qu'elle maîtrise avec une dextérité à couper le souffle. Massata Cissé, la femme qui dompte les poids lourds, c'est votre dossier de la mi-journée. Il est signé Didier Nguessan. Ambiance des jours ordinaires de travail dans cette usine de production de ciment située en zone industrielle de Ouagadougou. Parmi les hommes, Massata Cissé. Pour elle aussi, la journée commence. Elle se prépare à prendre son service en tant que conducteur routier. Elle est la seule femme à exercer ce métier dans toute l'Afrique de l'Ouest au volant de son poids lourd. 58 ans et près de 30 ans de métier à son actif. Bonjour la gang. Bonjour chef. Oui, ça va? Ça va bien. Chez vous? Ça va. Ok. Ouais, l'entretien et puis je pense que tout est fait prêt pour ton camion. D'accord. Donc je vous laisse à vérifier vous-même personnellement. D'accord. Et voir vos papiers aussi s'ils sont à jour. D'accord. Avant de prendre la route maintenant. Ok. Voilà. Merci chef. Pour le compte de son entreprise, Massata livre la matière première servant à fabriquer le ciment et redistribue le produit fini à travers l'Afrique de l'Ouest. Niger, Guinée, Nigeria ou Côte d'Ivoire, les routes de la sous-région n'ont plus de secret pour Mama Africa, comme on l'appelle ici à Ouaga. Ce matin, elle part pour le Togo avec 40 tonnes de chargement. J'ai fait Lomé-Ouaga et Ouaga-Lomé, ça fait à peu près 2000 km. Voilà, donc on prend au moins 45 km et 45 tonnes pour le clinker pour venir à Ouaga. La famille au début, ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas un métier femme, pourquoi moi je vais conduire. Bon, moi je dis que c'est un travail qui me plaît. Donc j'ai l'amour de ce travail-là, il faut que je fasse ça. J'ai commencé l'apprentissage avec un chauffeur qui s'appelle Traoré Sekou, paix à son âme. Et c'est avec lui que je suis allée le voir pour dire que Sekou, si tu peux m'aider pour que je sois chauffeur. Et son patron a dit, si je peux faire apprentissage seul, et il ne peut pas prendre quelqu'un pour m'aider. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit qu'on ne paye pas aussi les apprentis. Est-ce que je peux supporter? J'ai dit oui. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je n'avais pas de complexe et puis je ne voyais pas la difficulté. 4 jours plus tard, notre routier rentre de Lomé. Africa, bonne arrivée. Merci. Quand on voit les jeunes filles qui viennent vers ce métier, bon, ce n'est pas le sexe qui travaille, c'est le courage et le cœur qui travaille. Quand on a le courage, il ne faut pas avoir peur parce que c'est un métier d'homme. Et quand on a le courage, on fait avec. Avec 3 voyages par mois dans la sous-région, cette camionneuse parcourt en moyenne 150 000 km par an. C'est l'équivalent de 4 fois le tour du monde. De quoi inspirer la jeune génération. C'est un travail que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Et puis, elle, c'est notre tante. Depuis qu'on était des petites fillettes, elle est dans la conduite. Donc, c'est tout ça là qui m'a poussé à rentrer dedans. Dans quelques mois, Oumarou pourra elle aussi prendre les commandes de ce gros porteur. Comme l'apprenti chauffeur, cet autre routier est admiratif de sa collègue. On fait la route ensemble, bon, c'est très réconfortant. Normalement, nous, on se dit que c'est le travail des hommes. Mais maintenant, quand on voit une femme qui fait ce travail, alors on ne fait que l'encourager. Et puis bon, ça nous va droit au cœur. Sur le trajet,
son camion a connu une panne qu'elle a pu régler avec l'aide de son apprenti. Pas de grosses frayeurs à signaler. De quoi ravi le gestionnaire du parc auto. Elle n'a pas assez de panne aussi sur son camion. Et je pense que l'utilisation d'un véhicule aussi comme c'est qu'elle a aussi, c'est ça. Faire des longs trajets et puis revenir sans beaucoup de défauts, c'est déjà encourageant. De retour de voyage, chaque camionneur doit rendre compte de sa mission à la hiérarchie. Alors, et le voyage? Ça va. Ça s'est bien passé? Merci. Pour Maman Africa, on n'a plus rien à dire. Elle a fait ses preuves dans notre société. Et vraiment, nous sommes contents de son travail. Simone de Beauvoir l'a dit, on n'est pas femme, on le devient. Et Maman Africa a choisi son métier. Elle est autonome. Après 5 jours de travail, Massata rentre à la maison pour un repos bien mérité. Malgré les longs voyages, j'ai une vie familiale. Et je suis avec un frère. Pendant les vacances, je suis avec mes petits-fils. C'est là que je suis heureux en ce moment quand ils viennent. Si vraiment les gens veulent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider à avoir des camions, je vais former les filles. Et les filles et les filles mères aussi. La journée s'achève. Massata Cissé reprendra le volant et la route dans une semaine avec la même passion. Didier Nguesson pour ce grand reportage que vous retrouverez sur notre site rti.ci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end sur notre antenne.